Jean-François, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato. Cette chaîne se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Euh, si on t'a fait venir, c'est parce que il y a quelques mois était à ta place Zacharie, qui nous racontait son grand périple entre le Bénin et Saint-Étienne. Ce jeune mineur isolé est arrivé donc sur ce territoire. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut dire ou pas pour le protéger, mais c'est là que s'arrête l'aventure, donc dans cette première interview. Et on t'a fait venir pour que tu nous parles de la suite. Alors, pas forcément de Zacharie, bien sûr, mais globalement, quels dispositifs sont mis en place? Qu'est-ce qui arrive à ces jeunes personnes quand elles arrivent en France et qu'elles n'ont rien, aucun appui logistique pour arriver à tout simplement survivre? Alors, pour ce qui concerne les jeunes mineurs comme Zacharie, le dispositif qui doit fonctionner, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental qui a pour mission d'accueillir et d'évaluer la situation de chaque jeune qui se déclare mineur. Alors, évaluer à la fois sa minorité et son isolement. Alors, ces conditions d'évaluation aujourd'hui posent problème. Dans la majorité des départements, il y en a deux ou trois qui sont un peu plus bienveillants, on va dire, sur cette évaluation. Bon, ce n'est pas le cas du département de la Loire, puisque globalement, c'est plus de 50% des jeunes qui sont évalués non mineurs. Et c'est là que se pose la question, effectivement, déjà du recours qu'ils doivent déposer auprès du tribunal pour enfants et de leur prise en charge. Alors, comment on établit une minorité? Cette notion de minorité, c'est quoi les critères d'évaluation? Alors, les critères d'évaluation, déjà, nous pensons qu'il doit y avoir une démarche bienveillante qui s'appuie sur la présomption de minorité. Et ce n'est pas le cas. Souvent, les jeunes peuvent déclarer leur âge avec un document et généralement ce document est remis en cause. La prise en compte de leur parcours est assez essentielle. Le regard que nous pouvons porter, nous, au niveau des associations, c'est que souvent ce parcours d'exil est marqué par des traumatismes. Le regard que porte une évaluation à travers le conseil départemental, c'est souvent de rechercher l'erreur. Et du coup, on n'est plus dans la même démarche. Et forcément, un jeune qui a vécu un parcours d'exil comme celui-là, qui vient d'un pays d'Afrique essentiellement, il est très marqué. Et comparer l'âge supposé de ces jeunes à travers le parcours qu'ils ont vécu et ce qu'on pourrait connaître ici chez nous avec des jeunes de nos familles, c'est quand même très hasardeux. Et forcément, la présomption de minorité permet au contraire de comprendre un peu mieux pourquoi ils ont quitté leur pays et ce qu'ils ont vécu, notamment dans ce parcours d'exil. Bon, bien sûr que certains, peut-être 18 ans ou un peu plus, certainement, c'est une minorité. Qu'est-ce que ça change sur le fond, vraiment? Voilà. Alors, pour bien, parce que c'est une question qui revient souvent et qui n'est pas si claire dans la réponse, j'ai cherché sur Internet, est-ce que oui ou non, il y aurait un moyen médical, génétique de définir un âge précis, de façon définitive? Alors,
les scientifiques se prononcent là-dessus. Ils disent non. D'ailleurs, au niveau de la France, on avait renoncé à ces tests osseux pendant plusieurs années. Pourquoi ils reviennent là en force, y compris c'est les juges pour enfants qui les demandent, parce que c'est à cause des flux, parce que c'est face aux flux migratoires qui, à partir de 2017, s'est quand même accentué par rapport à ces jeunes, ce qui pose effectivement d'autres questions. Et c'est là qu'on voit que face à une logique humaine, il y a une logique de chiffres. Et voilà. Bien sûr. Alors, on voit cette notion de minorité. L'autre aspect que tu abordes, c'est évidemment leur écosystème, ce qui est autour d'eux et qui leur permettrait ou pas de survivre. Globalement, ces jeunes qui arrivent, notamment d'Afrique, enfin, ils n'ont personne autour d'eux. Ou certains... Ici ? Oui. Ah non. Ils n'ont jamais personne. Oui. L'isolement n'est pas remis en cause. C'est la minorité qui est remise en cause. D'accord. L'isolement... Alors, pour les gens qui écoutent, précisément, c'est quoi, enfin, pour les pouvoirs publics, quelle différence il y a entre un mineur et un majeur? Ah ben, ils ne relèvent pas de la même prise en charge. Je comprends bien, oui. D'ailleurs, la question se pose, y compris pour nous, autour de la demande d'asile. Parce que si certains ne relèveraient pas de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils sont mineurs, ils pourraient tout à fait déposer une demande d'asile parce que les conditions dans lesquelles ils ont quitté leur pays et le danger qui court méritent d'être étudiés. Bien sûr. D'accord. Tu dis que depuis 2017, ça a augmenté donc sensiblement, ces flux. Est-ce que le politique, en général, a tout à fait conscience que, de toute façon, ça va continuer d'augmenter, que le réchauffement climatique et le désordre globalement que ça engendre et les désordres politiques qu'on crée aussi en partie, nous autres Européens du Nord, de toute façon, va faire en sorte que cette migration va être de plus en plus violente, de plus en plus forte, de plus en plus désespérée probablement, et qu'il y a des choses qui sont mises en place pour gérer ça. On le comprend, on sait que ça va arriver ou pas du tout? Non. On peut en douter. Au niveau de notre département, on a eu récemment une démarche citoyenne par un courriel envoyé à la préfète par plus de 800, entre 800 et 1000 citoyens du département. Dans le contenu de cette lettre, que les gens ont signée de façon volontaire, on la pose, cette question. Aujourd'hui, on souhaite que, face aux débats de société qui sont posés par ces migrations, on puisse... nous, on n'est pas là pour opposer et dire il faut absolument accueillir sans se poser de questions. Clairement, vis-à-vis de l'Afrique notamment, qu'est-ce qu'on a entendu? Bolloré qui veut se désengager parce qu'il sent que... Ils sont en train de force de le désengager, oui, à cause de MSC et puis l'affaire Colère. Enfin, on a compris comment ça marche. Voilà, mais sur le fond, on ne peut pas dire que... on parlait de problèmes politiques liés à la corruption des pays, enfin des dirigeants de ces pays. On parlait des problèmes climatiques. Bon, la dimension économique aussi joue. Pour la majorité des jeunes qui arrivent d'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, leur avenir, il est complètement bouché. Alors que, paradoxalement, on voit bien que chez nous, c'est d'ailleurs une des questions qui est un peu nouvelle aussi. Combien d'employeurs aujourd'hui sont prêts à les prendre en apprentissage dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la restauration, du bâtiment, voire
voire même dans l'industrie. Avec notre collectif, on a rencontré récemment un club d'entreprise dans la vallée du Gier qui, face au départ en retraite d'un certain nombre de salariés de l'industrie, sont confrontés à des problèmes de recrutement. Oui. Ils sont prêts à former des gens. Donc voilà, aujourd'hui, ce contexte mérite vraiment d'être pris en compte dans sa globalité. Et plutôt que d'aborder la question de l'immigration et notamment de ces jeunes sous l'angle de la délinquance ou des risques terroristes, on aurait beaucoup plus intérêt à prendre en compte les choses de façon plus globale et notamment sur les causes qui font que, à la fois dans leur pays c'est bouché et chez nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est confronté à ces problèmes d'avenir, y compris par rapport aux emplois? Mais, globalement, tu as le sentiment que cet État français, en tant que nation, ne se sent pas responsable de cette migration, de cette nécessité que certaines populations africaines ont de venir chez nous, parce qu'on n'est pas responsable de ça, parce qu'on ne les pille pas peut-être que tout ce qu'on prend à l'Afrique, parce que si la France et l'Europe sont devenus ce qu'ils sont, c'est parce qu'on a énormément de richesses qui sont enfermées dans le sous-sol africain et qu'on ne s'est pas trop gêné en fait pour le prendre, et on continue de le faire, la bauxite et du pétrole et puis tout un tas de minerais dont on a besoin et dont on va avoir peut-être encore plus besoin prochainement si on veut fabriquer d'autres façons de récupérer de l'énergie. On n'est pas responsable de ça. C'est ça qui semble assez étonnant. On a l'impression qu'il n'y a que des personnes mauvaises qui viennent chez nous parce que voilà, ils veulent nous piller, mais qu'à aucun moment on se dit s'il y a un écosystème France-Afrique, évidemment, dans lequel on est mouillé. Tu parlais de ces dérives mafieuses que peuvent avoir certains dirigeants, mais la plupart de ces dirigeants sortent de nos écoles. C'est ce que Ziegler appelle la bourgeoisie comprador. En fait, ce sont des néolibéraux. Et ce sont des gens qui sont à notre botte, ce sont des gens qu'on installe, et ce sont des gens qui fabriquent cette misère souvent pour nous. Et Bolloré, par exemple, a tout à fait joué cette carte depuis des décennies. À aucun moment, tu as l'impression que ça, c'est acquis, on a compris ça. On continue de tergiverser, de se dire non, ça vient d'eux, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est parce que nous, on a bossé, donc on est riches, et ils n'ont jamais rien fait, et puis maintenant, ils veulent récupérer le pactole. Ça tient encore, ce discours. Tu l'entends ? Le discours, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs gouvernements, mais retenons que les 2 derniers mandats de Hollande et de Macron, ce discours, il ne l'assume pas vraiment. C'est les actes. Aujourd'hui, la politique de l'Union européenne, dans laquelle on est pleinement engagé, de fermeture de ses frontières, et notamment sur le flanc de la Méditerranée, elle est réelle. Les choix y sont posés. Tout ce qui s'est fait autour de Frontex ces dernières années le prouve. C'est vraiment, on construit des murs. On construit des murs, et effectivement, en construisant des murs, on se désengage de cette réflexion qui pourtant est réelle. Et la question du climat va être encore plus cruciale, parce que le bilan chez nous, il n'est vraiment pas terrible dans ce domaine, et forcément... le dernier rapport du GIEC qui parle d'1 milliard de personnes concernées doit vraiment nous interroger. Ah oui, je te coupe, mais notamment le rapport du GIEC. Alors en fait, les pays fortement industrialisés et riches, pour faire simple, c'est eux qui produisent donc ce CO2 qui est en train de réchauffer la planète. Ces pays du Sud qui ne sont quasi pas responsables, puisqu'on aurait droit... comme on est 8 milliards d'individus, à 2 tonnes de CO2 par personne et par an,
un Africain en produit 0,6. Donc globalement, ce n'est pas du tout lui qui pose problème. C'est eux qui vont en souffrir. Et on arrive consciemment à se dire, malgré tout, va quand même falloir les arrêter aux frontières, parce que on a beau, nous, les jeter dans la misère et dans la faim et dans la souffrance, pour autant, on n'en est pas responsable, et qu'ils se débrouillent intellectuellement. Comment on arrive à se dire ça, simplement? Comment on arrive à se dire que c'est possible de le penser? Ah ben... c'est un cynisme, vraiment. Certainement, mais en même temps, les lignes bougent. On voit bien, y compris à travers les débats autour de la présidentielle, que malgré tout, la question, on aura du mal à la mettre sous le boisseau pendant encore longtemps. Mais oui, il y a clairement... et le regarder à travers le prisme, y compris de l'accueil de ces jeunes. On parlait de Zacharie au début de notre échange. On va revenir après au territoire. Et d'autres, à travers des familles, c'est éclairant. C'est éclairant. La récente crise avec... les conséquences de la guerre en Ukraine et l'accueil des Ukrainiens enfoncent encore un peu plus le clou de tout ça, puisqu'on voit bien que, on frôle la discrimination et parfois on y rentre dedans. Oui, mais là c'est typique encore. Le discours n'est jamais franc, n'est jamais clair. On arrive même, je l'ai lu, à dire qu'à travers ces réfugiés d'Ukrainiens se cachaient des Africains, des Syriens, qui profitaient justement... Oui. Non, mais ça veut dire que même pour la campagne présidentielle, il me semble que malgré tout, les gens envoient des signaux à des électeurs, mais ne travaillent pas sur le fond. C'est-à-dire, si on dit ça, probablement que les gens vont se dire il y a quand même une petite pensée comme ça. Et on a l'impression qu'on bricole beaucoup, même dans ces élections présidentielles, bricole beaucoup sur les mots, on joue sur des détails, on se positionne mais sans se positionner. Mais ça oui, mais par contre, un discours franc, massif et honnête, je ne l'entends pas beaucoup. Oui, et on peut très bien, là aussi, relier ça à la question de l'avenir de la planète. Oui. Là aussi, on n'assume pas. Mais moi, ce qui nous rend quand même, je dis nous parce que c'est des choses qu'on a échangées autour de notre collectif associatif ligérien, et on l'a dit lors d'un rassemblement organisé près de la préfecture la semaine dernière, on entend quand même de plus en plus de voix intellectuelles, d'experts, qui quand même relayent. On lit des choses actuellement qui, en tout cas, nous permettent, nous, de dire, oui, ça rejoint quand même les réalités de terrain qu'on vit, quoi, parce que c'est bien, encore une fois, nous, c'est à partir de ces jeunes, de ces familles, qu'on constate et qu'on mesure tout ça, quoi. Non, mais je comprends bien. Donc, voilà, ces généralités installées. Alors, concrètement, maintenant, et pour parler de ce territoire et de ton travail, qui est du bénévolat. Oui, mais j'entends bien, bien sûr. On n'en est pas à payer les gens pour s'occuper des migrants, ça c'est très clair. À part la police un peu. Concrètement, qu'est-ce qui leur arrive? Voilà. Comment ils vivent au quotidien, leurs ressources, c'est quoi? Et c'est vraiment, je me demande comment ils survivent en fait ici. Alors, ça soulève y compris cette question de l'invisibilité un peu qui est presque institutionnalisée. Parce que, effectivement, on a aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est 500 000 personnes qui sont venues en France il y a plusieurs années pour demander l'asile, parce qu'ils ont fui leur pays avec
très souvent leurs enfants. Alors parfois, ils sont partis jeunes et leurs enfants sont nés en France aussi, mais et on sait que l'ordre de grandeur des demandes d'asile accordées, contrairement à des chiffres qui nous sont balancés, c'est de l'ordre de 25%. Bon, ça veut dire que 75% des quelques 100 000 demandeurs d'asile annuels se retrouvent déboutés du droit d'asile. Et concernant les jeunes, suite à un refus de minorité, se retrouvent aussi complètement livrés à eux-mêmes. Donc la théorie qu'on a encore entendue en préfecture de la Loire lors des 2 dernières rencontres qu'on a eues et qui coupe du coup tout dialogue, c'est ils n'ont pas vocation à rester en France, ils ont vocation, la Convention de Genève a été respectée, leur demande d'asile a été examinée. Bon, très souvent d'ailleurs, on s'interroge sur la façon dont... voilà, mais en tout cas, ils n'ont pas vocation à rester en France. Bon. Mais pour autant, on n'est pas en capacité de les expulser de façon massive, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, y compris ça coûte cher. Voilà. Donc, effectivement, ils restent dans une situation d'entre-deux qui dure. Nous, sur la Loire, on a un certain nombre de familles qui sont là depuis plus de 10 ans, probablement entre 100 et 150 familles, qui sont prises en charge d'ailleurs par les associations. Et cette situation dure, donc ils sont condamnés à quoi? À vivre de quelques aides, de la solidarité, et puis il y a le phénomène du travail au noir, inévitable. C'est un business, un vrai? Oui. Oui, c'est oui. ça c'est important à dire aussi. Bien sûr. Oui, il y a des gens qui trouvent leur compte dans cette histoire. Ah, ça, c'est clair, mais y compris sur les logements indignes, oui, là aussi, l'habitat insalubre, qui permet de masquer aussi des situations. Voilà. Donc, là où nous, on appuie quand même la solidarité vécue largement, c'est sur l'intégration, parce que aujourd'hui, il y a des possibilités. Et quand on le disait, on est confronté à des situations où des tas d'emplois ne sont pas pourvus, forcément, ça ouvre aussi, ça ouvre en tout cas toute une discussion. Et puis, là où effectivement le regard il change, parce que c'est quand même une question de regard. Si on écoute des chaînes comme BFM TV ou d'autres, et avec tout ce qui relaye, on va considérer que ces gens vraiment sont dangereux pour l'avenir de notre société et tout. L'expérience qui est faite par beaucoup de citoyens dans la Loire et beaucoup plus largement, c'est l'expérience de la rencontre. Et là, du coup, au contraire, c'est des amitiés qui se créent. Et c'est là-dessus que finalement l'intégration va avancer, se vivre, et notamment autour des enfants. Parce que, effectivement, si beaucoup de droits fondamentaux pour ces gens ne sont plus respectés, notamment celui à l'hébergement et à une vie à peu près digne. Par contre, le droit à l'éducation, il faut reconnaître ça, on l'a souvent dit, grâce aussi à l'engagement de beaucoup d'enseignants, ce droit-là, il est quand même respecté. Et du coup, effectivement, ça ouvre des perspectives aussi, quoi. D'accord. Et concrètement, alors ces familles, par exemple, qui restent, tu parles de 10 ans, des familles entières, il n'y a aucun moyen, au bout d'un certain temps, de dire, bon, ils sont là, ils ne posent pas de problème, apparemment, on ne peut pas arriver à stabiliser leur situation? Si,
il y a la démarche d'admission exceptionnelle au séjour, alors, qui aujourd'hui est laissée à l'appréciation des préfets. Alors, je te coupe, les associations que tu représentes ne sont pas présentes, enfin ne sont pas là au moment de l'évaluation. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. C'est une carence, ça, quand même. Ah bah, non, ce serait quand même bien que des gens de terrain qui les connaissent, etc., enfin, qui ont un vrai vécu, parce que j'imagine que dans une préfecture, on est très loin de ces problématiques, quand même. Mais c'est de même... il y a une quinzaine d'années, encore une dizaine d'années, on arrivait, moi l'association que je préside à Firminy, le comité de parrainage des familles de demandeurs d'asile, il y a encore 10 ans, on arrivait à avoir des contacts avec la préfecture, à échanger autour de situations précises pour témoigner de l'intégration et tout. Aujourd'hui, c'est d'autant plus compliqué que on en est même à se poser la question, est-ce que c'est bien que le dossier soit examiné sous cet angle-là? Puisque comme leur position, c'est ils ont vocation à ne pas rester là, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça apporte vraiment de venir? Est-ce que ça va plutôt pas les pénaliser, puisque nous, par contre, notre engagement solidaire, il n'est pas du tout remis en cause. Au contraire, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on considère que 3 000 à 3 500 citoyens de la Loire sont engagés, ne serait-ce qu'en apportant une contribution financière à ces associations. C'est 200 familles, une centaine de jeunes isolés qui sont accompagnés dans tout ce réseau de solidarité. Donc, on est de plus en plus nombreux à vivre ça, mais en face, effectivement, il y a des blocages de plus en plus forts. Et ce discours de nous dire aidez-nous à les faire partir, il est quand même un peu nouveau. On ne se serait pas permis ça il y a quelques années. Et pourtant, aujourd'hui, on nous le dit ouvertement. Alors bon, notre réponse est claire. Après 200 ans de colonisation de l'Afrique, on se demande si on doit... Enfin, oui. On est certainement très ambigu. Est-ce que ces associations sont carrément embêtées? Est-ce qu'on remet en cause leur légalité? Est-ce qu'on se demande si certaines choses, ils ont droit ou pas, ils auraient droit ou pas de le faire? Est-ce que ça va jusque-là? Ou c'est un mépris? Alors, il y a eu plusieurs étapes. En 2011, le gouvernement Sarkozy avait un peu mis en place un délit de solidarité. Bon, c'est une des choses qu'il faut accorder à l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Là, il y a eu quand même un frein là-dessus. Ça ne veut pas dire que pour autant on a régularisé plus de monde, mais on a en tout cas, voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas un délit d'aider, y compris financièrement. Ce qui serait un délit, c'est de profiter de cette situation. Par exemple... voilà, et l'hébergement indigne, tout ça. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de notre démarche, loin de là. Alors, là où les choses ont évolué aussi, c'est quand même grâce notamment à des gens comme Cédric Héroux, qui était un paysan de la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, qui a été mis en cause pour lui faire passer des migrants par la frontière, ce qu'il n'a jamais fait, mais voilà. Et du coup, ça a été loin, puisqu'il y a quand même une décision du Conseil constitutionnel, alors je crois que c'est 2019 ou 2020, j'ai un petit doute, mais peu importe, c'est récent, qui a du coup mis en avant la fraternité comme faisant vraiment partie
de cette République. Voilà. Et, alors c'est écrit depuis longtemps, hein, mais il a fallu quand même cette décision. Et du coup, effectivement, y compris nous, par exemple, quand on arrive à discuter avec des propriétaires, voire avec des agences immobilières, or les bailleurs sociaux qui, eux, comme ils ont des financements d'État. Mais il n'est pas illégal aujourd'hui de louer un appartement à une famille qui a été déboutée de l'asile. Ça n'a rien d'illégal dans la mesure où ça reste dans un cadre. Bon, ce qui devient illégal, effectivement, c'est le travail au noir, c'est l'insalubrité, voilà. Mais donc, voilà. Et on sent bien que cette question, elle est pas simple pour les pouvoirs publics. Mais on nous l'a quand même dit, tout en nous disant vous aidez des gens qui n'ont pas vocation à rester, qui ne devraient pas être là, aidez-nous à les faire partir. En même temps, on ne peut pas remettre en cause ce que vous faites. Voilà. Cette ambiguïté de fond, tu as l'impression qu'un jour on va quand même grandir avec ça, qu'on va essayer de raconter l'histoire de façon un peu plus vraie, c'est-à-dire on a besoin de l'Afrique. On détruit une partie, notamment à travers ce réchauffement climatique, massivement leur capacité de vie donc sur leur territoire, et qu'il y a un écosystème entre les pays industrialisés et l'Afrique, et qu'une partie de ce qu'on leur pique, il va falloir leur rendre, et si savoir ensemble comment on pourrait faire pour un vivre ensemble qui soit un peu moins malhonnête, un peu moins disproportionné, enfin quelque chose de beaucoup plus conscient, qui ne soit pas de l'ordre de dire on prend une partie, on ferme les yeux sur le fait qu'ils sont là, on les fait travailler quand même un peu sans le dire vraiment, ça nous arrange, mais ça on ne peut pas l'écrire. Quand est-ce qu'on pourra un jour sortir de ce malentendu, de ce cynisme-là? Déjà, il faut rappeler de façon forte que la question des migrations, elle se pose très minoritairement à nos pays développés. Les principaux mouvements de migration, ils se font dans le sud, à grande échelle. Donc ça déjà, se dire ça, c'est important. On l'a évoqué dans notre échange, la deuxième chose, c'est les causes de ces migrations. Si on n'agit pas sur les causes, et le phénomène de délire à Poutine en Ukraine, c'est une cause bien sûr aujourd'hui, mais c'est pas la principale dans tout ce qui pose le problème des migrations à travers le monde. Après, nous, très clairement, et on voit bien que c'est un peu dans le débat politique aujourd'hui, ceux qui sont là, qui sont intégrés, parce qu'il y a des critères qui permettent d'évaluer cette intégration. Quand une famille est là avec ses enfants nés en France, pour avoir fui le Kosovo en 2013, ça s'est passé la semaine dernière, et que la police vient à 6 h du matin en Loire-Sud chercher un papa kosovar pour le renvoyer le soir même dans son pays après toute une procédure d'assignation à résidence, y a un problème. Il y a un problème, surtout qu'il n'est pas coupable de quelque infraction que ce soit, sinon, parce qu'il travaillait au noir, il n'avait pas de choix, de ne pas avoir été pointé quelquefois dans le cadre de ses assignations à résidence. Bon, donc là, clairement, la possibilité, même Sarkozy l'a fait dans les années 2015, de régulariser un certain nombre de ces personnes, ça ne peut aller que dans le sens d'un meilleur équilibre de nos sociétés. Mais ça ne veut pas dire que nous défendons une immigration massive. Bien sûr, le débat se pose sur la liberté de circulation. Bon, on voit bien que nous, les jeunes Européens, ils n'ont pas de mal, eux, à aller
suivant leur... voilà. La question se pose. Mais le fond, quand même, le fond de tout ça, c'est qu'on ne souhaite pas ces phénomènes d'exil quand on en connaît les conséquences, y compris au plan de la santé mentale et tout. Donc, c'est un tout, mais dans tous les cas, pour ceux qui sont là, il faut... voilà. Fondamentalement, cette fiction politique néolibérale ne soigne pas les maladies. C'est juste les symptômes qui intéressent les gens, on a l'impression. Donc effectivement, des gens traversent la frontière, des gens s'installent chez nous, etc. Et ces petits symptômes, alors petits, pour ceux qui le vivent, c'est pas petit, mais tous ces petits phénomènes comme ça, qui découlent d'une politique globale, d'une vision du monde global, tout le monde s'acharne en fait. Tout le monde, vraiment, cette élection présidentielle, il y a quand même deux groupes d'extrême droite qui sont quand même très représentés. Et en fait, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est les symptômes, les petites choses par lesquelles on chope une réalité, qu'on monte en épingle, et on arrive, grâce à ça, à se partager un réservoir d'électeurs et tirer son épingle du jeu. Mais on voit assez peu de gens massivement dire on va vous expliquer ce qui se passe en fait. Il faut sortir de ce petit bricolage électoraliste sans intérêt. On pourrait en parler 500 ans, ça ne changerait rien en fait, parce que la maladie, on ne veut pas l'avoir. Et il y a bien une maladie néolibérale qui est en train d'effondrer le monde là. Et c'est le tout début de ces migrants, parce que oui, le GIEC dit que ça va se déplacer par centaines de millions. Et tout à fait, il faut s'attaquer à cette maladie. Et y compris sur les phénomènes climatiques. Aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau, par exemple, c'est l'objet, c'est le sujet de guerre dans le monde. Alors, bien sûr, elles n'ont pas la même audience que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, et elles n'ont pas sans doute la même ampleur. N'empêche qu'aujourd'hui, on voit déjà des pays qui sont en train d'entrer en guerre sur des problèmes uniquement d'accès à l'eau potable. Le GIEC nous promet qu'en 2040, on aura des problèmes hydriques en France. En Espagne, Italie, c'est déjà le cas. Ils ont déjà de gros problèmes. Exactement. Il y a déjà des projets, il y a déjà des containers, des bateaux-containers qui prennent l'eau du Rhône pour l'amener à Madrid, à Barcelone, puis à Madrid. Parce qu'il y a vraiment des zones espagnoles qui déjà souffrent énormément. En même temps, c'est dans le désert au sud de Almeria, au sud de l'Espagne, qu'on fabrique tous les fruits et légumes qui inondent de façon scandaleuse tous les supermarchés en France et en Europe. Et alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a jamais eu d'eau, c'est un désert. Enfin, on est dans cette folie, on est dans ce refus de soigner la maladie, de consciemment se dire où est ce problème et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et on peut aussi élargir ce manque de lucidité, ce manque d'objectivité, y compris plusieurs études récentes, depuis plus de 20 ans, montrent que l'immigration en France rapporte plus au budget de l'État qu'elle ne coûte. Le décalage, il était même dans les années 2010 de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire que la présence de ces personnes en France... Oui, mais ça ne peut pas se dire. Et pourquoi ? Non, mais l'idée, elle est là, c'est qu'on ne peut pas intéresser... Et pour en rajouter sur ces questions, on l'a un peu évoqué. Dit ça, on est d'accord, il passe jamais. Mais c'est objectif. Non, mais que ce soit objectif. Comme c'est une fiction dans laquelle on vit, et un pouvoir politique est toujours une fiction, il n'a pas besoin de ce recours. C'est là que ça pose problème, à une quelconque vérité. En fait, ce sont des petits bouts de phrases, des petits bouts d'idées, ce sont des petits bouts de fiction comme ça qui vont chercher certains électeurs. Ils ne jouent qu'à ça. Personne massivement s'impose en disant « je vais vous dire la vérité ». Elle n'est peut-être pas complètement juste, on va en parler, on va aller chercher les scientifiques qui vont bien, mais on va comme essayer de revenir coûte que coûte à une factualité. Eh bien, voilà, le défi est posé. On peut aussi, quand on nous dit en préfecture tranquillement, mais enfin,
on va mettre des moyens considérables pour expulser ces gens puisqu'ils n'ont pas vocation à rester en France. Nous, on répond, bah, oui, bon, comment vous allez faire voilà. Ce papa kosovar qui a été expulsé avec 3 policiers il y a 2 semaines, combien ça a coûté? Combien ça a coûté au budget de la France? Voilà, on le sait. Et le malheur, ça coûte combien? Et oui. Bon, la moyenne d'une expulsion, c'est entre 20 et 25 000 euros. On n'a pas autre chose à faire aujourd'hui de cet argent. Enfin, voilà quoi. Il y a effectivement du courage. Avant de se quitter, une note d'espoir quand même, parce que tout ça a été quand même très sombre, très honnête, très, je pense, honnête, sincère, mais qu'est-ce qu'il faut essayer d'installer coûte que coûte? Quel espoir on a aujourd'hui? Très clairement, ce phénomène un peu noir qu'on a évoqué, encore une fois, du fait de rendre invisible et de ne pas aborder les questions comme elles devraient l'être, y compris au plan politique, moi je pense que ça va prendre du plomb dans l'aile tout ça. Parce que tout est lié. Tout est lié. On a parlé des questions climatiques, du lien avec les questions migratoires, toute la question des inégalités aujourd'hui. Bon, même ça pourrait ne rien avoir à voir, mais ce livre de Victor Castanet autour du problème des EHPAD et du fait que la santé devienne un objet lucratif, tout ça. Bon, eh bien, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Et moi, je pense que la question des migrations ne pourra pas rester quelque chose où on se contente de construire des murs alors que des tas de ponts sont possibles. Et moi, je veux rester optimiste. En tout cas, bon, sans doute qu'on l'a dit, aujourd'hui, c'est pas illégal, en France en tout cas, de continuer à vivre cette solidarité qui ouvre à la fraternité, mais concrète, réelle. Donc, je veux rester optimiste. Merci beaucoup à toi et certainement à bientôt. Merci.